Je m'appelle Nadia, j'ai 41 ans, et la première chose que je vais te dire, c'est que pendant 13 ans, je n'ai pas su ce que je valais. Pas en euros, pas en chiffres, pas sur un relevé bancaire. Je le savais en heures de travail, en dossiers rendus à l'heure, en enfants levés et couchés et accompagnés et nourris. Mais en chiffres, sur un compte, avec mon nom dessus, j'avais arrêté de regarder depuis si longtemps que j'avais presque oublié que j'avais un droit de regard. Ce matin-là, en novembre, il y avait du brouillard sur le Rhône. J'avais bu un café debout dans la cuisine à 6h30 parce que je ne pouvais pas dormir. Et à 9h, j'étais assise dans une agence bancaire du 3e arrondissement de Lyon, en face d'un homme en costume gris que je n'avais jamais rencontré, qui feuilletait ses dossiers avec ce calme particulier des gens qui ont l'habitude de dire des choses difficiles sans changer de voix. Il avait levé les yeux vers moi et il avait dit « Madame Ferrachat, vous êtes l'unique propriétaire et titulaire de ce compte. Quelqu'un a tenté d'y accéder avec une procuration. Cette procuration n'est pas valide. » J'avais 41 ans et c'était la première fois depuis longtemps qu'on me disait que j'étais propriétaire de quelque chose. Je ne savais pas encore si j'allais pleurer ou si j'allais juste m'asseoir avec ça dans la gorge jusqu'à ce que je trouve comment le tenir. Je ne savais pas encore que ce mot-là, propriétaire, allait changer l'ordre de toutes les choses qui suivaient. Si tu es là depuis le début, merci d'être là. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, abonne-toi pour ne pas rater la suite. Et commente d'où tu regardes en ce moment et à quelle heure il est chez toi. J'adore lire vos localisations. Maintenant, laisse-moi t'emmener au début. J'ai grandi à Lyon, dans le 8e arrondissement, dans un appartement que mes parents louaient depuis mon arrivée à l'âge de 7 ans. On venait de Montpellier. Mon père avait trouvé un poste dans une PME de bâtiment, ma mère travaillait à mi-temps à la clinique du quartier, et la vie était serrée, mais droite, organisée, sans drama inutile. Mon père ne parlait pas beaucoup à table, il agissait. Il y avait toujours un pot de yaourt de plus dans le réfrigérateur, toujours de l'argent pour la sortie scolaire, jamais une facture en retard. Il ne racontait pas ce qu'il faisait, il le faisait simplement. Ce n'est qu'à mes 25 ans qu'il m'a dit qu'il avait ouvert un livret A à mon nom à ma naissance, que l'argent était là, que c'était le mien, pas le sien, pas le nôtre, le mien. Il m'a dit ça sur cette même table de cuisine un samedi matin de mars, avec le soleil qui entrait en biais par la fenêtre du couloir. Les papiers d'un notaire, ça se lit à tête reposée, Nadia. Jamais sous pression. Tu prends, tu vas dans ta chambre, tu lis, et tu reviens signer si tu es d'accord. Je n'avais pas compris pourquoi il me disait ça à ce moment-là précis. Je n'allais pas chez des notaires à 25 ans. Je comprendrai bien plus tard. Ma mère, elle, était chaleureuse et bruyante, là où mon père était silencieux et précis. Elle aimait cuisiner à plusieurs, elle aimait les voisins, elle aimait que la maison sente quelque chose. Mes 2 frères cadets avaient hérité d'elle. Moi, j'avais hérité de lui. Et cette maison, modeste, organisée, pleine de dîners du dimanche avec couscous en hiver ou salade de tomates en été selon ce qui coûtait moins cher, avait été ma première idée de ce que ressemblait un endroit où tout le monde comptait. J'avais payé mes études moi-même. BTS comptabilité, puis licence à l'IAE de Lyon, des jobs d'été, des mi-temps en cabinet d'experts comptables, les nuits pendant les périodes de bilan. À 28 ans, j'avais 38 000 € sur un compte personnel que j'avais constitué ligne par ligne, un cabinet en micro-entreprise avec 7 clients réguliers et un loyer à mon seul nom dans le 7e. Ce n'était pas grand-chose en surface, c'était tout pour moi. J'avais tout construit en sachant exactement ce que ça m'avait coûté, parce que c'est la seule façon que je connaisse de bâtir quelque chose, en comptant. Et puis j'avais rencontré Édouard lors d'un séminaire d'entreprise. Directeur commercial, souriant, attentionné, le genre d'homme qui sait choisir le vin et qui lit le menu à voix haute pour tout le monde, comme si c'était un cadeau qu'il leur faisait. On s'était mis ensemble 6 mois après, mariés 2 ans plus tard. Lucas était né à mes 31 ans, Inès à 34. Et quelque part entre la naissance de Lucas et les premières années d'école d'Inès, j'avais cessé de regarder mes propres relevés. Ce n'était pas une décision.
C'était une accumulation de fatigue et de simplification. Édouard avait dit qu'il s'occupait des impôts pour lui simplifier la vie, puis des remboursements, puis du reste. Et moi j'avais laissé faire parce que j'étais épuisée, parce qu'il disait faire ça par amour, parce que c'était plus simple. Et la simplicité, quand on a 2 enfants et un cabinet à faire tourner seul depuis son bureau de chez soi, on la prend là où elle se présente, sans regarder trop vite ce qu'elle coûte. La première fois que j'avais vraiment senti quelque chose de déplacé, c'était un soir de janvier, il y a 2 ans. J'avais voulu consulter le solde du compte commun pour un virement client, et j'avais réalisé que je ne connaissais plus le code d'accès en ligne. Édouard avait dit « Je l'ai changé pour plus de sécurité, je t'enverrai le nouveau ». Il ne l'avait jamais envoyé. Et moi, j'avais arrêté de demander, parce que demander, dans notre appartement de Caluire, ressemblait à une accusation, et les accusations finissaient toujours par un long silence, plein de lui, qui se retournait vers moi avec cet air blessé qui voulait dire « Après tout ce que je fais pour toi ». Si tu t'es déjà retrouvé dans une pièce où ta propre question devient ta faute, où ta curiosité se transforme en ingratitude sans que tu comprennes exactement comment, tu sais déjà ce que je veux dire. Si ça t'a traversé en écoutant, mets un like, abonne-toi pour rester jusqu'à la fin et partage avec quelqu'un qui mérite d'entendre que ce qu'elle ressent a un nom. Bénédicte et moi nous connaissions depuis le BTS, le genre d'amitié qui survit à tout parce qu'elle n'a jamais eu besoin de se prouver. Elle était franche, sans être cruelle, directe, sans être dure. Elle m'avait dit, 8 ans plus tôt, lors d'un déjeuner place Bellecour, avec une carafe de rosé et du soleil d'août, « Nadia, il te rétrécit. » Je lui avais répondu que non, qu'Édouard prenait soin de moi, que ce n'était pas pareil. Elle avait hoché la tête, pas convaincue, mais sans insister, et on avait parlé d'autre chose. On se voyait toutes les 2 semaines depuis, déjeuner du mercredi, toujours le même petit restaurant du Vieux Lyon, avec sa terrasse sous les traboules. Elle ne m'avait plus jamais dit qu'il me rétrécissait. Elle se contentait de me regarder parler, de poser des questions sur mon cabinet, sur les enfants, de remplir mon verre quand il était vide. Ce n'est que bien plus tard que j'avais compris que c'est ça, parfois, la loyauté. Rester sans forcer la main, être disponible pour le moment où tu seras prête à voir. Il y avait quelqu'un d'autre dans cette histoire aussi, quelqu'un que je n'avais pas encore rencontré à ce moment-là, quelqu'un qui attendait dans un bureau du 3e arrondissement avec des dossiers et une voix neutre. Je ne le savais pas encore. Mais quelque chose m'y menait déjà, lentement, par les chemins que je n'aurais pas choisis moi-même. Il y avait eu, 18 mois avant ce mardi de novembre, le dimanche de la procuration. Édouard avait posé le document sur la table basse du salon après le dîner, les enfants couchés, le son de la télévision coupé. Il avait dit « C'est juste une formalité pour simplifier la gestion du bien de Montpellier et du compte de succession. Ça t'évitera de t'en occuper. » Il me regardait dans les yeux pendant qu'il disait ça, trop fixe, trop attentif, comme quelqu'un qui surveille le moment précis où tu cesses de lire pour signer. Mon père regardait toujours les documents qu'il me donnait à signer. Il désignait les lignes, il expliquait les clauses. Édouard, lui, regardait mon visage. J'avais pris la procuration. Je l'avais glissée dans mon sac sans signer. J'y regarderai, j'avais dit, et ses épaules s'étaient légèrement contractées, ce geste minuscule que j'avais remarqué sans encore savoir ce qu'il signifiait. Ce soir-là, dans mon bureau, j'avais sorti le document et je l'avais lu clause par clause. La procuration ne concernait pas seulement le bien de Montpellier. Elle couvrait l'ensemble de mes comptes personnels, ceux d'avant notre mariage inclus. J'avais fermé la chemise. Je n'avais rien signé. Je m'en avais pas reparlé. Je l'avais rangé dans le tiroir du bas de mon bureau, entre les déclarations de TVA de 2020 et le contrat de mon cabinet. Et le lendemain matin, j'avais repris mon café, répondu à mes mails clients, déposé les enfants à l'école comme tous les matins. Mais quelque chose s'était réveillé. Pas encore de la colère, pas encore de la décision. Quelque chose de plus calme que ça,
et de plus solide, quelque chose qui ressemblait à de l'attention retrouvée. 3 mois après ce dimanche, mon téléphone avait sonné avec un numéro de Lyon 3 que je ne connaissais pas. J'avais décroché dans ma voiture garée devant l'école d'Inès, en attendant la sortie. La voix était neutre, professionnelle, précise comme un relevé de compte. Madame Ferracha? Thierry Renard, directeur d'agence BNP Paribas, boulevard de la Croix-Rousse. Pourriez-vous passer à l'agence avec vos pièces d'identité? Il y a une irrégularité sur l'un de vos comptes que j'aimerais vous présenter en personne. Il avait dit vos comptes, pas un compte commun, pas les affaires du foyer, vos comptes. Et ce possessif-là, ce pluriel qui m'appartenait, m'avait traversé d'une façon que je n'arrivais pas encore à nommer. J'avais dit que j'irais le lendemain matin. J'avais raccroché. Inès avait frappé à la vitre avec son cartable, toute dent dehors, et je lui avais ouvert la portière en souriant. Mais dans ma tête, il y avait quelque chose qui n'avait pas encore trouvé sa forme. Quelque chose qui cherchait encore, très calmement, le premier mot juste. Dans les semaines qui avaient suivi le dimanche de la procuration non signée, Édouard n'avait pas insisté directement. Ce n'était pas son style. Il avait quelque chose de plus insidieux à sa disposition, la patience d'un homme qui croit que le temps joue pour lui. La maison était devenue plus silencieuse dans la façon dont elle l'avait toujours été. Pas un silence paisible, le silence de quelqu'un qui retient quelque chose. Il était plus prévenant en surface. Des fleurs le vendredi, un week-end proposé à Annecy pour se retrouver, des messages affectueux dans la journée. Mais il téléphonait au salon en baissant la voix quand il m'entendait passer dans le couloir, et quelque chose dans ses voix basses ne coïncidait pas avec le reste. J'avais appris de Bénédicte, obliquement, que Marivonne avait appelé ma mère pour prendre des nouvelles de Nadia. Ma belle-mère et ma mère ne se téléphonaient jamais. Elles se saluaient aux anniversaires et aux réveillons, pas plus. Marivonne avait dit à ma mère que j'avais l'air stressée en ce moment et qu'Édouard s'inquiétait. Ma mère m'avait rappelé en fin d'après-midi, avec ce ton particulier qu'elle prenait quand elle ne voulait pas me froisser, mais qu'elle avait quelque chose à dire. « Nadia, tu vas bien, chérie ?» Je lui avais dit que oui, que le cabinet donnait du travail en cette période. Elle m'avait cru parce qu'elle voulait me croire, et j'aimais ma mère assez pour lui laisser ça. Mais j'avais raccroché avec le sentiment très précis qu'une version de moi circulait dans des conversations auxquelles je n'avais pas accès. Une Nadia stressée, difficile, que son mari protégeait en silence. Je n'arrivais pas à me mettre en colère contre ça. Je l'observais. Je ne sais pas si tu as déjà eu ce sentiment, que la version de toi qui circule en dehors de toi ne te ressemble pas tout à fait, et que la corriger te ferait passer pour quelqu'un de défensif. Que tu es devenu le problème d'une histoire dont quelqu'un d'autre tient la plume. Raconte-moi si tu t'es déjà retrouvé là. Commente d'où tu regardes et à quelle heure. Je les lis tous. Il y avait eu un mercredi de décembre, les enfants chez leurs grands-parents paternels, Édouard en déplacement à Nantes, où j'avais été seule dans l'appartement pour la première fois depuis longtemps. J'avais passé l'aspirateur dans les pièces communes, puis dans le couloir, et en arrivant devant le bureau d'Édouard, où je n'allais jamais, par convention non dite, j'avais poussé la porte. Il y avait, posée à l'envers sur l'imprimante, une feuille que je ne sais pas ce qui m'avait poussé à retourner. Peut-être l'entraînement de quelqu'un qui lit des documents depuis l'âge de 14 ans. C'était un relevé partiel de la caisse d'épargne, notre compte courant commun, avec des mouvements vers un numéro que je ne connaissais pas. 2 fois 2000 € en 4 mois. Je n'avais pas touché à la feuille. Je l'avais retournée exactement comme je l'avais trouvée. Et je m'étais dit, je regarderai plus tard. Je m'étais dit ça depuis trop longtemps. Il y avait une chanson sur la radio de la cuisine ce jour-là. Quelque chose de vieux, Yves Montand peut-être. L'animateur avait dit que c'était une émission de classique. Et cette voix-là, dans cet appartement vide, m'avait traversée d'une façon qui n'avait rien à voir avec la musique. J'avais posé l'aspirateur contre le mur. Je m'étais assise sur la chaise du bureau d'Édouard. J'avais failli appeler Bénédicte. J'avais failli appeler ma mère. Au lieu de ça, j'avais sorti mon téléphone,
ouvert un tableur vide, et j'avais commencé à noter ce que je savais. Les dates, les montants, ce que j'avais signé, ce que je n'avais pas signé, ce que j'avais vu et ce que j'avais feint de ne pas voir. Ce n'était pas encore un dossier, c'était juste une liste. Mais une liste dans ma propre main, sur un fichier à mon seul nom, protégé par un code qu'Édouard ne connaissait pas. Le rendez-vous avec Monsieur Renard avait eu lieu un mardi matin froid, début novembre. J'avais pris le métro, je ne voulais pas conduire, je savais que j'allais apprendre quelque chose et je ne voulais pas être au volant ensuite. L'agence était petite, fonctionnelle, éclairée au néon blanc. Monsieur Renard m'attendait dans une salle de réunion vitrée. 2 chaises, un plateau de café filtre que personne n'avait encore touché, une fenêtre donnant sur le boulevard. Il avait posé les documents devant moi avec soin, pas dans un geste de mise en scène, mais dans le geste de quelqu'un qui est habitué à ne pas commenter ce qu'il montre. Il m'avait expliqué, avec la même voix qu'il avait eue au téléphone, 2 ans plus tôt, une procuration avait été présentée à la banque pour accéder à un compte d'épargne ouvert en 2020 à mon nom seul. Le compte sur lequel les loyers de l'appartement de Montpellier avaient été versés depuis la succession de mon père. La procuration était datée de 2019, portait ma signature et concernait, selon son libellé original, le prêt immobilier du bien de Caluire. Elle avait été présentée comme couvrant également le compte successoral, ce qui était inexact, ce qui avait déclenché un signalement interne, ce qui avait amené cet appel. Et pendant les 18 mois entre la présentation de cette procuration et ce mardi matin, 43 000 € avaient quitté ce compte. Monsieur Renard n'avait pas dit « votre mari », il avait dit « la procuration » et « les mouvements ». Je lui en avais été reconnaissante. J'avais sorti mon téléphone, j'avais photographié chaque relevé, chaque page, chaque annotation en marge. Il avait attendu patiemment que j'aie fini. J'avais dit « merci, je prends tout en main ». Il avait hoché la tête. Il n'avait pas souri, ce n'était pas un moment pour sourire. Mais il m'avait regardé comme quelqu'un qui vient de voir une personne reprendre pied. Et dans ce regard neutre et professionnel, il y avait quelque chose qui m'avait tenu. 43 000 €. Je les avais gagnés en 3 ans de loyer. 640 € par mois de l'appartement rue Castellane à Montpellier, accumulés sur un compte que je n'avais pas consulté parce qu'on m'avait dit que tout était géré. Mon père avait payé cet appartement pour moi, l'avait mis en gestion locative pour moi, avait constitué ce compte pour moi, et je n'en avais même pas su l'existence pendant 2 ans parce que le courrier bancaire allait à l'adresse de mon cabinet, où Édouard passait prendre le courrier professionnel pour m'aider. Je n'avais pas crié dans la rue, je n'avais pas pleuré dans le métro. Je m'étais assise dans la rame en direction de Bellecour, avec mes photos de relevé sur le téléphone, et j'avais regardé le tunnel défiler, et je m'étais rappelé quelque chose que mon père m'avait dit une seule fois. Ce qui t'appartient ne peut pas être volé, Nadia, seulement caché. Il avait eu raison sur les deux. L'appartement était toujours à moi, et maintenant je savais où il se cachait. Ce soir-là, Bénédicte m'avait envoyé un message. « Demain midi ?» J'avais répondu « Oui, j'ai des choses à te dire. » Elle avait répondu en 2 secondes. « Je sais déjà, mais je t'écoute quand même. » Puis mon téléphone avait vibré à nouveau, avec un message d'Édouard cette fois. « Maître Guichard nous a confirmé pour le 18 novembre. Tu peux bloquer ta matinée ?» Je l'avais lu. Je n'avais pas répondu. Et j'avais posé le téléphone sur la table de nuit en pensant, simplement, clairement, sans colère. Le 18 novembre, je serai là, avec mon dossier, et avec la phrase de mon père. Entre le message d'Édouard et le 18 novembre, il y avait eu 17 jours que j'avais utilisés pour préparer ce qui devait être préparé. Pas comme si je construisais un acte d'accusation, parce que ce n'était pas ce que je voulais. Je voulais être complète. Je voulais ne laisser aucune question sans réponse dans cette pièce. J'avais rappelé maître Guichard moi-même, depuis mon cabinet, pour lui demander les copies des documents de la succession de mon père. Elle me les avait envoyés par courrier dans la semaine. J'avais imprimé les relevés du compte successoral photographiés chez Monsieur Renard, toutes les pages, avec les dates surlignées en marge.
J'avais retrouvé la procuration de 2019 dans le dossier de l'emprunt, dans la chemise cartonnée bleue que j'avais tenue à jour jusqu'en 2020 avant d'arrêter. Le libellé était là, en toutes lettres. Prêt immobilier du bien de Caluire. Pas le compte successoral. Pas l'appartement de Montpellier. Ça ne le couvrait pas, et quelqu'un l'avait présenté comme si ça le couvrait. J'avais sorti une chemise propre, des intercalaires numérotés, un stylo rouge pour les annotations. C'était ce que je savais faire. J'étais comptable depuis mes 20 ans. Ma revanche n'était pas une scène, c'était un dossier. Et les 2 nuits précédant le 18, j'avais dormi plus profondément que je n'avais dormi depuis des mois. Il y avait eu, entre-temps, le samedi soir chez les Vasseurs. Pascal et Delphine, des amis qu'Édouard fréquentait depuis l'université et que j'appréciais par habitude depuis 10 ans. Raclette, vin rouge du Rhône, leurs 2 adolescents qui traversaient le couloir en silence. Marivonne était là aussi. Édouard me l'avait dit en voiture, comme une précision. Ma mère voulait les voir ce soir. À table, il avait commencé à parler de leur projet, le rachat d'un bien locatif, pour diversifier le patrimoine, avec ce registre confiant et légèrement performatif qu'il prenait dans les dîners entre amis et qui faisait toujours dire à Pascal « T'as de la chance d'avoir quelqu'un qui pense à tout ça ». J'avais posé mon verre. Je n'avais pas regardé Édouard. J'avais regardé Delphine et j'avais dit, avec la même voix que j'aurais pour commenter le temps qu'il faisait, « Je gère un bien immobilier à Montpellier depuis la succession de mon père. Ça se passe plutôt bien. » Il y avait eu une pause, pas longue, 2 secondes peut-être, le temps que tout le monde recalcule quelque chose silencieusement. Pascal avait dit « C'est bien, toi », avec une sincérité un peu déstabilisée. Marivonne regardait son fils. Édouard avait dit, d'une voix qui avait perdu une octave, « Oui, enfin, on gère ça ensemble. » Je n'avais pas répondu. Je m'étais tournée vers Delphine pour lui demander si ses enfants avaient déjà choisi leurs options de terminale. La conversation était passée à autre chose. Mais Marivonne ne m'avait pas quitté des yeux jusqu'au fromage, et dans son regard, il y avait quelque chose qui ressemblait moins à de la méfiance qu'à de la reconnaissance différée, comme quelqu'un qui voit enfin la chose qu'il avait décidé de ne pas regarder. Le 18 novembre était un lundi. Il avait plu toute la nuit, et l'air de Lyon sentait les pavés mouillés et le café des boulangeries ouvertes tôt. J'avais déposé les enfants à l'école à 8h moins le quart, j'avais bu mon café dans la voiture en regardant les autres parents traverser la rue avec leurs sacs et leurs poussettes, et j'avais mis la montre de mon père avant de sortir de chez moi ce matin-là. La lippe automatique, acier et cuir brun usé, que je ne portais normalement que pour les rendez-vous importants. Elle marquait l'heure exacte. Il l'avait fait réviser 6 mois avant de mourir. Ce n'était pas un symbole, c'était juste la montre de mon père, et ce matin-là, je voulais l'avoir au poignet. Je suis arrivée chez Maître Guichard à 9h30 avec mon dossier dans mon sac et la phrase de mon père dans la tête. Édouard était déjà dans la salle d'attente avec Marivonne et son frère Bertrand. Bertrand, qui venait rarement à Lyon et qui m'avait salué avec ce sourire trop large des gens qu'on a briefés sur le résultat attendu. Il y avait des plantes dans des pots en terre cuite, un parquet ancien qui craquait légèrement, une odeur de papier et de bois ciré que j'associerais désormais à ce matin précis pour le reste de ma vie. La secrétaire nous avait fait entrer dans le bureau de Maître Guichard. Édouard portait son costume bleu marine, sa cravate bordeaux, son alliance. Il avait l'air d'un homme qui vient signer quelque chose de satisfaisant. Maître Guichard avait commencé par présenter le document préparé par Édouard. Une procuration de gestion étendue sur l'appartement de Montpellier et le compte successoral. Elle avait dit, d'une voix parfaitement neutre, « Madame Ferrachat, souhaitez-vous que je vous lise l'ensemble des clauses ?» Édouard avait dit, « Ce n'est vraiment pas nécessaire, nous en avons déjà. » Maître Guichard l'avait coupé sans lever les yeux de ses papiers. « C'est la procédure, monsieur. » Elle avait lu. Je l'avais écouté lire chaque clause pendant qu'Édouard regardait ses mains, pendant que Bertrand regardait la fenêtre, pendant que Marivonne regardait le plancher. Quand Maître Guichard avait eu fini, j'avais ouvert mon sac. J'avais sorti le dossier,
intercalaires numérotés, annotations en rouge, tout dans l'ordre. Je l'avais posé sur le bureau avec le même geste que j'aurais pour déposer un bilan trimestriel devant un client. J'avais dit, d'une voix du quotidien, sans trembler parce que je n'avais pas besoin de crier pour être entendue. Maître, j'ai ici les relevés du compte d'épargne successorale à mon nom, avec les mouvements enregistrés entre 2020 et 2023, ainsi que la procuration originale de 2019, dont le libellé limitatif figure en page 3. Je voudrais que vous en preniez connaissance avant que nous signions quoi que ce soit. Il y avait eu un silence. Maître Guichard avait pris le dossier. Elle avait regardé la première page, son en-tête à elle, son étude qui avait géré la succession, son numéro de dossier. Elle avait reconnu tout ça immédiatement. Elle avait tourné jusqu'à la page de la procuration de 2019. Elle l'avait lu entièrement. Elle avait posé le dossier sur son bureau, joint les mains devant elle, et regardé Édouard avec le regard de quelqu'un qui a passé 20 ans à lire des documents et qui sait exactement ce qu'il vient de comprendre. Elle avait dit « Monsieur Ferrachat, le libellé de la procuration de 2019 couvre spécifiquement le prêt immobilier du bien de Caluire. Son utilisation pour accéder au compte successoral de Madame n'entrait pas dans son champ d'application. Ces mouvements n'étaient pas autorisés. » Bertrand avait regardé son frère. Marivonne avait les mains jointes sur les genoux, serrées. Édouard avait dit, d'une voix qui avait perdu quelque chose. « C'est un malentendu, il suffit de… » Et Marivonne l'avait interrompu d'un seul mot, doucement, comme quelqu'un qui n'a plus la force de faire autrement. « Édouard. » Sa voix n'était pas en colère, elle était fatiguée, de quelque chose d'ancien, de quelque chose qu'elle reconnaissait sans l'avoir jamais nommé. Et dans ce prénom prononcé comme ça, avec cet épuisement-là, j'avais entendu des années de choses qu'une mère sait de son fils et qu'elle préfère ne pas nommer tant que ça ne lui est pas imposé. Je me suis levée. J'ai repris mon dossier. J'ai dit à maître Guichard « Je reviendrai seule dans la semaine pour la suite. » Je n'ai pas regardé Édouard en sortant. Je n'avais rien à lui prouver dans cette pièce. Les documents l'avaient fait à ma place. En passant devant lui, j'ai dit très bas, sans m'arrêter, sans me retourner « Tu aurais pu me demander. » Et je suis sortie. Il y avait une brasserie en face de l'étude notariale. Une de ces brasseries lyonnaises avec des banquettes en velours bordeaux, des ardoises au mur, du café filtre dans de petites tasses épaisses. Il était 11 heures du matin et presque personne n'était là. Je me suis assise au comptoir. J'ai commandé un café. Le barman ne m'a pas fait attention. Il suivait un match muet sur la télé au-dessus des bouteilles. J'ai tenu ma tasse à 2 mains. Dehors, les pavés brillaient encore. Des passants avec des parapluies, un coursier à vélo qui slalomait, un bus qui freinait en soufflant. J'ai pensé à Édouard. Pas avec de la colère, pas encore, peut-être jamais tout à fait. J'ai pensé à ce garçon de 22 ans qu'il m'avait décrit une fois, expulsé de son appartement en plein hiver parce que quelqu'un d'autre avait cessé de payer sans le prévenir. À l'adulte qu'il était devenu à partir de cette peur-là. Je ne l'absolvais pas, ce n'est pas ce que je veux dire, mais il n'était pas un monstre. Il était un homme qui avait eu peur, qui avait choisi de gérer sa peur en tenant les autres au lieu de tenir lui-même, et qui n'avait jamais trouvé le moment de dire la vérité, parce que la vérité s'était accumulée en silence jusqu'à être inconfessable. Ce n'est pas la même chose que d'être mauvais. C'est pire à sa façon, parce que c'est commun, parce que ça ressemble à de l'amour de l'extérieur. J'ai fini mon café, j'ai payé, je suis sortie dans le froid de novembre. Et sous la fatigue, une fatigue que je portais depuis des années et que je reconnaissais maintenant clairement pour ce qu'elle avait toujours été, sous cette fatigue, il y avait quelque chose qui commençait, doucement, à se calmer. Je n'ai pas appris ce qui était arrivé à Édouard directement. Ces choses-là arrivent toujours obliquement, par des biais qu'on n'a pas demandés. C'est Bénédicte qui m'a rapporté que Pascal avait entendu, via un contact commun dans le milieu logistique lyonnais, qu'Édouard avait été mis en retrait de son poste de directeur commercial pendant une période d'audit interne dans son entreprise. Ce n'était pas un licenciement,
C'était plus discret que ça, plus français dans sa façon de traiter ce qui déborde. Mais c'était lisible pour ceux qui savaient lire ce genre de signal. Maître Guichard, de son côté, avait ouvert une procédure de régularisation sur les prélèvements non autorisés, 43 000 €, avec intérêts légaux depuis la date des premiers mouvements. Je n'avais pas eu à porter ça publiquement, à me battre pour qu'on me croie, à convaincre quiconque. La procédure était notariale et bancaire. Elle s'était mise en mouvement de sa propre logique institutionnelle, à partir de documents qui existaient déjà, qui avaient toujours existé, qui n'attendaient que d'être lus par les bonnes personnes dans la bonne pièce. Ce n'était pas moi qui avais décidé de détruire quelque chose. J'avais décidé d'ouvrir un dossier. Ce qui avait suivi naturellement. Bénédicte me l'avait dit avec le même ton qu'elle employait pour tout, sans drama, sans satisfaction perceptible, sans « je t'avais dit ». Elle m'avait regardé de l'autre côté de la table en traboule. Elle avait dit « Édouard est mis à l'écart chez lui en ce moment ». Et puis elle avait commandé le plateau de fromage et demandé si Lucas avait réussi son contrôle de maths de la semaine dernière. Marivonne m'avait appelé 15 jours après le rendez-vous chez le notaire. Je n'attendais pas cet appel, je n'y aurais pas pensé. Elle avait dit, et je retiens ces mots parce que je ne les avais pas anticipés. « Nadia, je n'ai rien à te demander. Je voulais juste te dire que je t'ai entendue, ce jour-là. » Pas de pardon demandé, pas d'excuses formulées, pas d'explication sur ce qu'elle savait ou ce qu'elle ne savait pas. Juste ça. Je l'avais remerciée. On n'avait pas parlé longtemps. Ma mère, quand je lui avais finalement dit une partie des choses, pas tout, pas les 43 000 €, juste que des décisions avaient été prises sans moi pendant longtemps et que je reprenais ma place dans ma propre vie, ma mère avait écouté jusqu'au bout, sans m'interrompre, ce qui ne lui ressemble pas. Et puis elle avait dit « Ton père l'aurait su tout de suite, lui. » Et j'avais dit « Il me l'avait appris, en fait. C'est pour ça que j'ai pu le voir aussi. » Elle avait pleuré un peu. Pas de tristesse, je crois. Plutôt quelque chose qui se dépose, quelque chose qui trouvait enfin l'espace pour se poser. Bénédicte est restée. Elle n'a pas demandé ce que j'allais faire ensuite, ni combien de temps ça prendrait, ni si j'avais peur du vide que ça allait laisser. Elle a juste continué à être disponible pour le déjeuner du mercredi. 2 ou 3 couples d'amis communs ont disparu discrètement dans les semaines qui ont suivi. Des gens qui ne savaient pas de quel côté se mettre et qui avaient choisi l'absence plutôt que le choix. Je ne leur en veux pas. Ce n'était pas leur chose à tenir. Ceux qui sont restés l'ont fait sans en faire un mérite, sans discours, juste en continuant à occuper la chaise d'en face. C'est ça, le vrai tri. 2 semaines après le rendez-vous chez Maître Guichard, j'avais ouvert un nouveau compte bancaire à mon nom seul, dans une agence que je n'avais jamais fréquentée. J'avais demandé à la régie de Montpellier de domicilier directement les loyers sur ce compte. J'avais récupéré les mots de passe de tous les accès en ligne qui m'appartenaient. Et j'avais écrit une lettre, une vraie, sur papier blanc, avec mon écriture à moi, que j'avais laissée sur la table de la cuisine un soir que les enfants dormaient et qu'Édouard était rentré tard. Je n'avais pas écrit pour l'accabler. Je n'avais pas écrit pour me justifier. J'avais écrit pour nommer quelque chose clairement, une fois, dans ma propre langue. J'ai repris la gestion de ce qui m'appartient. Je te laisse la même chose. Reprends la gestion de ce qui t'appartient, y compris ce que tu n'as pas encore dit. Ce n'était pas une demande de divorce. Ces choses-là prenaient du temps et méritaient d'être faites correctement, pour Lucas, pour Inès, pour la clarté que des enfants méritent. C'était juste une limite posée sur papier, avec mon écriture, pour être vue telle que je suis selon mes propres termes. Bénédicte, à qui je l'avais lue au téléphone le soir avant de la poser, n'avait rien dit pendant quelques secondes. Et puis elle avait dit « C'est exactement toi ». Ce sont les 4 mots les plus justes que quelqu'un m'ait dit depuis longtemps. On croit parfois que ce dont on a besoin, c'est d'être protégé. Ce dont on a besoin, c'est d'être vu, tel qu'on est, pas tel qu'on arrange la vie de quelqu'un d'autre. La différence entre les deux, je l'avais payée en 13 ans de relevés que je n'avais pas regardé. Je ne la paierai plus. C'est un samedi matin de début décembre,
et il fait ce froid sec de Lyon qui n'est pas désagréable quand on a une veste qui tient chaud. Je suis au marché de la Croix-Rousse, les bâches orangées, les cartons de légumes de saison, le fromager dont la buée monte dans l'air froid, les gens qui tendent leurs sacs en toile avec cette résignation affectueuse du marché hivernal. J'achète des poireaux, des noix, une tome de Savoie pour le soir. Il y a un vieil homme qui négocie le prix des champignons avec le vendeur et les deux rient. Une négociation qui n'est pas vraiment une négociation, juste une excuse pour parler un peu. Il y a l'odeur du café des bars qui se mélange à celle des pavés mouillés de la nuit. Il y a le bruit sourd du marché, les roues des caddies, les voix qui se croisent. J'ai la montre de mon père au poignet. Je la porte tous les jours maintenant, pas seulement pour les rendez-vous importants. Je ne parle pas à mon père à voix haute, je ne suis pas comme ça. Mais dans ma tête, au milieu des bâches et des poireaux, et de cette matinée ordinaire qui ressemble à toutes les matinées, sauf qu'elle ne leur ressemble pas du tout, je lui dis « J'ai lu les papiers, papa. J'ai pris le temps. Je les ai lus à tête reposée, comme tu me l'avais dit. Et tu avais raison. Ça m'appartenait. Ça m'avait seulement été caché. Je m'appelle Nadia. J'ai 41 ans. Et ce matin, pour la première fois depuis très longtemps, le premier mot qui me vient quand je pense à moi-même, c'est propriétaire. Si cette histoire est restée avec toi aujourd'hui, je veux te demander quelque chose avant que tu partes. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta vie qui t'a appris quelque chose, discrètement, sans en faire un discours, sans en attendre de la reconnaissance, dont tu n'as compris la valeur que bien plus tard? Mets-le en commentaire, je les lis tous. Et si tu crois que se réapproprier ce qui t'appartient, même quand c'est lent, même quand c'est sans éclat, même quand ça ne ressemble pas à une victoire de l'extérieur, c'est un acte qui mérite d'être entendu, mets un like, abonne-toi pour ne pas rater la prochaine histoire, et partage avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui.